Cette crise sanitaire va évidemment laisser des traces dans notre société. Nous sommes en proie à de nombreuses révolutions, à la fois environnementales, technologiques, mais aussi sociétales, avec de nouveaux modes de vie et de consommation. Le secteur immobilier est un secteur qui a besoin de se réinventer. Et une révolution pourrait impacter de nombreux acteurs. Nous avons souhaité en réunir certains pour en discuter aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants à cette table ronde que je vais me permettre de présenter. Nous accueillons Nicolas Bouzou. Bienvenue, bonjour, économiste libéral et essayiste français. Vous êtes membre du Conseil d'analyse et de la société depuis 12 ans. Vous avez fondé le cabinet Asterès qui produit des études économiques et vous avez fait de nombreux travaux portant notamment sur la croissance, la politique économique ou encore l'organisation territoriale et vous avez publié un livre sur le logement, le fiasco français. Éric Quinton, bienvenue. Vous êtes chef du département conjoncture et prévision à l'AFFB, administrateur du GU du Cercle, Cellule économique BTP. Vous êtes également administrateur de l'Association française des économistes d'entreprise et vous êtes formateur à l'École supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment et à une autre école qui est une école d'ingénieurs, c'est le CECI. Alors bon, je n'ai pas été très galant, je présente la dernière intervenante, maître Sophie Sabot-Barcé. Vous êtes première vice-présidente du Conseil supérieur du notariat, bienvenue. Vous êtes notaire à Monistrol-sur-Loire dans la Haute-Loire et vous êtes première vice-présidente, alors attendez, je prends mon souffle, au Conseil supérieur du notariat en charge de la formation initiale et continue des notaires et des collaborateurs, de l'efficacité et la résilience de la profession, des relations sociales et le modèle social de l'entreprise notariale, ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières et des métiers du notariat. Tout ça. Tout un programme. Alors, je vous propose de commencer, évidemment, Régis Lambert, qui est le président de l'UNGE, qu'on ne présente plus, qui est basé à Strasbourg. Et justement, Régis, la première question va être pour toi. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Bonjour à nos intervenants et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce thème, en fait, on y a songé dès l'été de l'année dernière, puisque suite au mois de confinement où on voyait se succéder dans les médias quasiment quotidiennement des expertises, des analyses, des éditos qui nous annonçaient, qui nous dépeignaient le monde d'après. Et on s'est, voilà, entre ceux qui nous disaient que finalement le monde d'après allait être rigoureusement comme le monde d'avant et ceux qui disaient que ça allait être révolutionnaire et que tout allait changer, on s'est demandé quel impact ça allait avoir pour notre profession, pour les géomètres experts, et on s'est dit que le géomètre expert gravitant majoritairement dans le monde de l'immobilier, c'était intéressant de s'interroger sur ce qui allait changer. Et donc c'est pour ça qu'on a pris ce thème de l'immobilier d'après, où on va s'interroger effectivement, est-ce que ça va être une révolution ou pas, et si oui, comment ? On va essayer d'y répondre. Justement, c'est intéressant. Merci Régis. Pour chacun des intervenants, et là je vais commencer par Sophie. Justement, quand on vous a invité et qu'on vous a donné ce thème, l'immobilier d'après une révolution, ça vous avait pensé à quoi? Alors, le challenge, c'est de dire ça en une phrase, puisqu'on a quand même un déroulé serré. Mais justement, ça vous a évoqué quoi? Alors moi, ça m'a évoqué l'immobilier d'après, le marché de l'immobilier de demain, qui sera fait suivant les comportements des Français. Donc intéressant parce que les comportements semblent bousculés et savoir justement de par ces comportements où va aller l'immobilier de demain. Je suis plutôt basée sur le logement en fait, sur l'ancien et le logement, puisqu'on va se partager un petit peu les rôles. Mais voilà, c'est vraiment ce comportement, cette vie sociale, cette vie de travail, cette vie, comment les gens aujourd'hui veulent cumuler tout ça et quel sera l'impact sur l'immobilier de demain. Merci. Et justement, Nicolas? Je vous remercie d'avoir choisi ce thème parce que la question de l'immobilier est une question qui est sous-investie sur le plan intellectuel et sur le plan politique, alors que c'est l'une des questions les plus importantes pour nos compatriotes. Nos compatriotes vivent dans des logements et la plupart vont au bureau. Donc le logement et l'immobilier de bureau, ce sont des sujets qui sont des sujets extrêmement concrets pour eux. Or, on aura sans doute le temps de le développer, mais il y a une problématique macroéconomique qui m'intéresse beaucoup, qui préexistait à la crise, mais qui est accentuée par la crise. Je schématise un peu, pardonnez-moi, mais c'est le fait qu'on n'a pas assez de logements et peut-être un peu trop de bureaux. Et puis, cette crise, elle accentue des mutations, je dirais qui sont des mutations qualitatives. Dans le domaine du bureau, on voit bien que les usages du bureau vont changer un peu. Dans le domaine du logement, on voit bien que cette crise, elle cristallise un besoin qui est un besoin d'espace,
de verdure, mais aussi de proximité par rapport au commerce, au bureau. Donc vous voyez que c'est un sujet qui me semble extrêmement riche. Merci Nicolas. Eric, est-ce qu'a évoqué ce thème? Pas mal finalement des tendances qui semblent déjà, quand on le verra tout à l'heure, émerger, notamment avec un plus grand attrait de la maison individuelle. On l'a vu au sortir du confinement. Également sur le télétravail, il y a quand même un essor massif du télétravail en ce moment et qui devrait perdurer, certes à un rythme un peu plus faible, mais quand même. Donc sans doute ça va impacter notamment le segment des bureaux. Voilà. Et puis bien évidemment le segment des commerces, ça reste compliqué, ça restera compliqué, on le verra. Donc voilà, des tendances quand même qui semblent se mettre en place. Bon, je suis rassuré, je vois que le thème vous a inspiré. Donc nous allons, je vous propose cette table ronde, partir sur trois déroulés. Une partie un peu constat, un peu générale. Après on donnera des chiffres, à la fois comme l'a dit Sophie, Maisonneuve et l'ancien. Et après on échangera pour donner, comme l'a dit Eric, un peu des tendances. C'est vrai qu'en 1 heure on ne pourra pas répondre à tout, mais en tout cas on va donner des tendances qui se traduisent, on va le voir tout à l'heure, par des chiffres. La première question, on va être justement un peu macro, mon cher Nicolas. C'est justement quel enseignement économique, de façon macro, peut-on tirer de cette année 2020 qui est quand même une année un peu exceptionnelle? La première chose que je voudrais vous dire, c'est que ce que nous traversons, ce n'est pas une crise économique. C'est une crise sanitaire qui a des conséquences économiques. Et donc, au fond, les références qu'on pouvait avoir en tête, qui sont pour beaucoup d'entre nous la crise de 2008, pour les plus anciens d'entre nous, si certains s'en souviennent, la récession de 1993, et puis pour ceux qui ont fait de l'histoire économique, bien évidemment la crise des années 30, ce sont des crises qui étaient de nature complètement différente, parce qu'elles étaient endogènes à l'économie, elles trouvaient leur source dans des dysfonctionnements de la sphère monétaire, financière. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. On a arrêté l'économie. Ce qui a arrêté l'économie, d'ailleurs, je le dis au passage, mais c'est un point qui est très important et qui est souvent assez mal compris, ce sont moins les mesures de restriction que le virus. Le problème, c'est pas le confinement ou le couvre-feu. Le problème, c'est le virus qui nous oblige à faire des confinements ou des mesures de couvre-feu. Je vous dis ça parce que j'entends parfois cette idée, au fond, selon laquelle allez, on n'a qu'à laisser tomber, on n'a qu'à lâcher l'affaire. L'épidémie, finalement, on va s'en accommoder, on va réouvrir l'économie et au moins, on aura la croissance. Alors en fait, ça marche pas du tout. Vous avez certains pays qui ont essayé de le faire. La Suède s'est amusée à ce petit jeu-là l'année dernière. Elle a eu exactement la même récession que le Danemark qui a mis des restrictions un peu partout. Tout simplement parce que quand vous laissez un virus se développer, bien ça affecte en soi l'activité économique. Même s'il n'y a pas de mesures de restriction, les gens ils vont plus au restaurant, ils vont plus au spectacle. Ils font du télétravail, donc ils vont pas faire leurs courses le midi, ils vont pas au restaurant, etc. Et donc vous vous retrouvez avec des conséquences économiques qui sont pas très éloignées au fond de celles que l'on a connues. Alors ce point-là est essentiel pour comprendre la sortie de crise. La sortie de crise économique et sociale, c'est la sortie de crise sanitaire. Et donc c'est le vaccin. C'est la raison pour laquelle ceux d'entre vous qui sont charitables au point d'avoir la gentillesse de me suivre savent que il m'est arrivé de m'agacer un tout petit peu, voire énormément ces dernières semaines sur la lenteur de la campagne vaccinale. Sur les questions sanitaires, je n'ai absolument rien à dire. Je suis incompétent sur ce sujet, mais tout simplement parce que le meilleur outil de politique économique aujourd'hui, c'est le vaccin. On peut faire des aides, on a raison, évidemment, de donner de l'argent aux restaurants, aux salles de sport, aux salles de spectacle, à tous les secteurs qui font l'objet de fermetures administratives. On a raison. Moi, je soutiens cette politique depuis 1 an qui consiste à dire, au fond, quoi qu'il en coûte, aidons au maximum les entreprises et les individus. On pourra en reparler dans le détail d'ailleurs si ça vous intéresse, parce que j'ai suivi et même vécu ça de très près, voire de l'intérieur. Mais je trouve que la politique économique qui a été menée depuis 1 an est d'excellente qualité. Je pense que c'est la bonne politique. Elle est tout à fait justifiée sur le plan intellectuel. Cette idée qui consiste à dire, au fond, les entreprises ne sont pas responsables de ce qui arrive et donc on les aide au maximum parce que on aura besoin d'elles au moment de la reprise. Je pense que c'est très juste du point de vue du raisonnement économique. Je pense que c'est moralement justifié. Et je pense que l'idée selon laquelle, évidemment, ça fait flamber la dette publique, mais de toute façon, si on ne faisait pas ça, on aurait de toute façon une flambée de la dette publique et c'est la moins mauvaise politique. C'est pas la meilleure politique. Il n'y a pas de bonne politique quand vous traversez une crise aussi grave. Il n'y a que des mauvaises politiques et il faut choisir celle qui a le moins d'effets pervers. Je pense que c'est tout ça est très bien. Donc c'est une bonne politique économique de mon point de vue, du point de vue intellectuel. Et je trouve aussi, si vous me permettez, qu'elle a été bien exécutée sur le plan pratique. J'ai beaucoup de critiques à faire à la politique sanitaire. J'ai parlé de la politique vaccinale, mais sur la politique économique, je trouve que ce qu'ont fait Bruno Le Maire et son équipe de ministres est tout à fait remarquable. Mais
Mais ce qu'ils font ne nous aide pas beaucoup aujourd'hui pour la reprise. Ce qui va nous aider pour la reprise, Justement, oui, c'est le fait 2020 qu'on et va 2021, pouvoir rouvrir. 2021, je suis désolé de vous le dire, de vous dire quelque chose qui n'est rien d'autre que de la stricte logique, mais enfin, si c'est vrai, je me dois de vous le dire, la reprise, elle sera liée à l'immunité. Mais je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Vous avez peut-être vu dans la presse, là c'est tombé il y a quelques minutes, que les autorités européennes viennent de donner leur autorisation pour le vaccin Johnson & Johnson. Oui. C'est très important. C'est un vaccin avec une seule injection. On va en avoir plusieurs millions assez rapidement. Donc on est aujourd'hui dans une période qui est une période, où on est tous un peu déprimés, mais on a tort. On est déprimés pour des raisons normales, parce que ça fait un an que ça dure, parce que c'est la fin de l'hiver, parce qu'on est fatigué, et parce qu'on veut tous un vaccin, enfin les gens normaux, et on n'arrive pas nécessairement à en avoir. Bon, donc c'est normal. Mais ce qu'il faut voir, c'est que je pense, alors je peux me tromper, malheureusement ça m'arrive, mais je pense que c'est le dernier gros coup de déprime qu'on connaît, si vous voulez. Et là maintenant, les vaccins arrivent, on va commencer à avoir des évolutions positives. Et donc, ce qui m'intéresse du point de vue économique, c'est que on va pouvoir commencer à rouvrir. Alors, je voudrais dire un mot, si j'ai encore 2 minutes, sur l'ampleur de la reprise. Parce que je suis très confiant. Je suis très confiant à court terme, mais aussi à moyen terme. Pour 2 raisons que je voudrais développer très rapidement. Première raison pour laquelle je suis confiant à court terme. Bon, on n'a pas eu beaucoup de faillites l'année dernière, on en a même plutôt moins d'ailleurs qu'en 2019, grâce au chômage partiel, au PGE, etc., tous ces dispositifs que vous connaissez. L'augmentation du chômage, elle est quand même contenue, elle est importante, mais par rapport à l'ampleur de la récession que nous avons connue, elle est à peu près contenue. Et les gens ont beaucoup d'épargne. Notamment grâce au chômage partiel. C'est scandaleux de le dire, mais pourtant c'est la vérité. C'est la vérité. L'INSEE nous l'a dit il y a 2 semaines. Le pouvoir d'achat des ménages français a augmenté l'année dernière. Ce sont des moyennes. Ça ne veut pas dire qu'il a augmenté pour tout le monde, mais ça veut dire qu'en moyenne il a augmenté. Il a augmenté, la consommation a baissé, et donc vous avez une épargne qui est très importante. Et en sortie de crise, cette épargne, elle va être dépensée parce que nous avons envie de dépenser. C'est aussi bête que ça. Nous avons très envie d'aller boire un coup. Là, on aimerait bien, par exemple, après notre réunion, aller boire un coup. On a envie d'aller au restaurant. Voilà, c'est prévu, mais tout est fermé, donc c'est pas possible. On a envie d'aller au cinéma. Tout cet argent, si vous voulez, va se retrouver dans l'économie. C'est ce qu'on a vu après nos 2 confinements. Oui. Après le confinement du printemps, après celui de novembre, l'économie est revenue très vite. Pas à son niveau normal, bien évidemment, parce qu'il y a encore des choses fermées, mais à 95% de son niveau normal. Mais, et je m'arrêterai là, mais c'est le point le plus important, je suis relativement confiant à moyen terme parce que cette crise, elle est intervenue dans un contexte où il y avait beaucoup d'innovation. Ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle, le numérique, l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, les robots, etc. Mais on ne voyait pas encore l'impact positif de ces innovations dans les chiffres, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on le voyait pas? Comme toujours, on a connu la même chose au 19e siècle. On le voyait pas parce que c'est long d'apprendre à se servir de ces outils. Bon. Mais la crise, ça a été un fantastique accélérateur, non pas seulement d'innovation, mais surtout d'incorporation des innovations par les entreprises. Télétravail, tout le monde connaît. La cybersécurité, tout le monde connaît. Dans l'industrie, les achats de robots ont beaucoup monté. Depuis 1 an, on avait un retard de robotisation, on est en train de le combler. Tout ceci veut dire que les entreprises utilisent plus et mieux les innovations qu'avant la crise, grâce à la crise. Et ça, je pense, ça va se traduire par des gains de productivité. Et même si je veux pousser la provocation jusqu'au bout, et je m'arrête, je vous promets, j'imagine bien un peu d'inflation dans quelques années, pour des raisons dont on pourra reparler, mais notamment parce qu'aux États-Unis, le plan Biden est un plan qui correspond, c'est 3 fois à peu près les besoins de l'économie américaine, donc ça va faire des augmentations de prix, et puis chez nous, les relocalisations, la taxe carbone, enfin je vous passe les détails, mais tout ceci va un peu faire monter les prix. Et j'imagine assez bien des années 2020 qui auraient un goût d'années 60-70, jusqu'au choc pétrolier. Ce qui est plutôt sympa, en fait. Et donc, vous voyez, je dis à tous ceux qui nous regardent, toutes celles et ceux qui nous regardent, en ce moment, c'est difficile. En ce moment, c'est difficile. Mais après le trou noir, il n'y a pas un trou noir. Après le trou noir, ça va mieux. Et le ça va mieux, c'est dans quelques mois.
C'est plutôt positif, mais justement, on va revenir sur le thème de la table ronde. C'est intéressant d'avoir une vision un peu macro, justement, et un peu une vision un peu globale. On va revenir sur le secteur de l'immobilier avec une première question, justement, pour Sophie, justement, pour savoir comment se porte la profession de notaire. Alors, déjà, ça fait du bien. Je pense qu'on est tous convaincus ici. Ça fait du bien de vous entendre, donc on vous remercie, on signe tout de suite. Non, mais le plus grave, c'est que j'y crois. Hein. Mais nous aussi, du coup, voilà, vous nous avez convaincus. Donc ça fait du bien, merci à vous. Donc la profession de notaire, en effet, comment elle se porte? Alors, on a eu quand même, en effet, une année exceptionnelle. Hein, plus de 30% du coup des Français ont été confinés. Et pourtant, il faut quand même se le dire, l'immobilier a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que les transactions immobilières, le volume entre 2019 et 2020, il n'y a pas eu beaucoup de baisse puisqu'on a dépassé le million qu'on avait déjà dépassé à décembre 2019. D'accord. Donc ça montre en effet qu'il y a eu une vraie réflexion. Je pense que les Français, pendant le premier confinement, ont beaucoup réfléchi à leur vie, à leur cadre de vie. Je pense qu'en effet, et on va pouvoir en reparler tout à l'heure, il y a des tendances qui sont en train de se mettre en place et ça, elles sont là, donc on peut pas non plus les gommer en se disant non, mais ce ne sont que des tendances. Je pense qu'en effet, ça va peut-être faire partie du nouveau monde. Donc ces tendances sont là. Et puis les gens, donc l'immobilier, ils ont voulu changer aussi de cadre de vie, mais ils ont aussi réfléchi parce qu'il faut quand même se le dire, on parle d'une crise sanitaire en effet. Oui. Il y a un virus, il y a eu des morts. Et notamment à la fin du premier confinement, on a eu beaucoup d'interrogations de nos clients qui nous interrogeaient sur et l'après. J'ai eu le temps de penser, j'ai eu le temps, je l'ai rencontré, on a tous rencontré, on a tous autour de nous malheureusement des gens qui sont partis. Je réfléchis, je veux anticiper qu'est-ce qui va se passer le jour où je ne serai plus là. Donc beaucoup d'anticipation, sans anticiper bien évidemment on sait faire. Donc beaucoup de questions, beaucoup de transmissions, aussi anticiper avec aussi des transmissions générationnelles, c'est-à-dire qu'avec les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes aujourd'hui par rapport à leurs parents qui eux en effet peuvent économiser. Les jeunes aujourd'hui, ils ont peut-être plus de difficultés, notamment pour ceux qui sont pas encore rentrés sur le marché de l'emploi. Et là aussi, on a eu quelques donations aussi à faire. Donc l'activité notariale, bien évidemment, on a aussi eu quelques secousses, donc on est en baisse, mais on a pu heureusement, en tout cas, maintenir le cap. Merci Sophie. Et donc Régis, justement, comment se porte la profession des géomètres experts? Je vais faire un constat très très similaire à ce que vient de nous dire Sophie sur la profession des notaires, mais finalement je le comprends mieux avec votre éclairage sur le fait que on n'a pas eu une crise économique, mais on a eu une crise sanitaire qui a ralenti l'économie, parce que les premiers mois de la crise, on était quand même, quand je dis on, c'est toute la profession, était quand même très très inquiet, et on s'attendait, parce que 2008 a été très violent pour toutes les professions de l'immobilier, de la construction, et donc les géomètres experts, on s'attendait à revivre la même chose, mais force a été de constater que dès la fin du premier confinement, il y a eu un rebond, et que parce qu'on était sur un fort volume d'activité quand même avant la crise, il faut le dire, mais donc c'est pas reparti aussi fort, mais c'est quand même reparti avec un bon niveau d'activité, pas aussi bien réparti qu'avant, mais qui en tout cas a suffi à maintenir et à relancer toutes les entreprises de géomètres experts, qui fait que bon an mal an, alors effectivement avec des secousses plus ou moins importantes pour certaines entreprises en fonction du territoire, mais bon an mal an, la profession, je dois le dire, aujourd'hui se porte bien, et donc la perspective qu'on n'ait pas à provisionner un effondrement de l'économie me réjouit, puisque je me dis que ma profession finalement aura passé cette tempête en tanguant. Voilà, évidemment, les caractéristiques de notre métier font que nous ne dépendons pas que d'une seule activité, que d'une seule clientèle. Cette variété que parfois les gens qui nous connaissent pas méconnaissent fait que nos entreprises maintiennent et finalement sont confiantes. On l'a vu avec un baromètre qu'on a présenté lors de la phase précédente de l'émission. Alors j'ai pas mal de questions avant qu'on essaie un peu justement de se recentrer sur la vision un peu macro liée à l'immobilier. Pour Nicolas, j'ai une question de Michel Grezat qui est quel impact sur l'économie.
Je pense que vous y avez déjà un peu répondu sur l'économie, sur le changement climatique et les enjeux environnementaux. Est-ce qu'il va y avoir un impact globalement sur l'économie et de quel type? Bien sûr, il y a bien sûr un impact sur l'économie. Ça n'a absolument rien à voir avec la crise du Covid. La crise du Covid, c'est une crise, c'est un choc. La question écologique, c'est une transformation de l'économie. C'est plus précisément une décarbonation de l'économie. Donc c'est quelque chose qui, en réalité, si on se débrouille bien, est plutôt bon pour l'économie, parce que ça génère beaucoup d'activités nouvelles. Et pour le dire très schématiquement, alors vous avez, là encore je schématise, pardonnez-moi, parce que le temps nous est compté, mais vous avez deux branches finalement à l'écologie. Vous avez la branche de la décroissance, qui à mon avis est fausse du point de vue intellectuel. Il ne peut pas y avoir de décroissance et personne n'en veut. Alors, ceux qui sont pour la décroissance, il faut qu'ils aillent expliquer aux gens les plus pauvres de notre pays qu'on vient d'avoir une idée, c'est de diminuer leur revenu de 10% par an. Je ne pense pas que ce soit ni possible ni souhaitable. Et vous avez une branche à laquelle j'appartiens qui consiste à dire qu'il s'agit de transformer l'économie, de décarboner l'économie. En France, on a de très bons outils pour ça, notamment le nucléaire, même si cette filière a perdu de la compétitivité ces dernières années. Et il faut mettre en place des outils de politique publique. J'en cite deux. La taxe carbone aux frontières européennes, ça va être fait d'une façon ou d'une autre, mais c'est le meilleur outil, c'est très documenté, c'est le meilleur outil pour décarboner l'économie. Et un autre qui intéresse notamment beaucoup les professions d'experts comptables, c'est ce que l'on appelle la comptabilité extra-financière, c'est-à-dire incorporer dans la comptabilité, par exemple, justement, la consommation ou les émissions de CO2 d'une entreprise. Donc ça, on y va. C'est ni bon ni mauvais pour l'économie. Je dirais que c'est globalement une transformation de l'économie. Quand vous dites on y va, c'est quoi la temporalité? C'est tout de suite maintenant, ça a déjà commencé, puisqu'en France, on a déjà la chance d'avoir ce qu'on appelle un découplage, c'est-à-dire que quand l'activité économique augmente, nos émissions de CO2 diminuent. Elles diminuent d'à peu près 1% par an, c'est peu, faut faire 4-5% par an de diminution, mais enfin, on voit qu'on est quand même dans la bonne direction, donc il faut intensifier ça. Mais la pression aujourd'hui populaire est très forte. J'en parlais avec un sondeur pas plus tard que ce matin qui m'expliquait que tous les partis politiques aujourd'hui, enfin les électeurs de tous les partis politiques sont devenus très écologistes, y compris des électeurs qui traditionnellement ne l'étaient pas, notamment à droite. Ils sont aujourd'hui aussi écologistes que les autres, donc on voit bien que cette pression est très forte. On dispose des outils, donc mon idée, c'est que tout ce dont je viens de vous parler, par exemple, énergie propre, dont le nucléaire, mais pas que, comptabilité extra-financière, fiscalité carbone, tout ceci va se mettre en place assez rapidement, peut-être même assez brutalement, mais globalement, c'est quand même quelque chose qui est plutôt bon pour tout le monde. D'accord. Et vous pensez que la population est prête à ça? Alors, comme toujours, je pense qu'elle est prête à ça intellectuellement. Quand on va passer aux travaux pratiques, elle y sera bien évidemment moins prête. Mais en même temps, je pense que vous pensez notamment à la taxe carbone qu'on avait essayé de faire en France et qui avait été d'ailleurs à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Là, pour le coup, ce sera pas la France, ce sera l'Europe. Et il faut que ce soit, à mon sens, je parle de taxe carbone par abus de langage, mais ce serait plutôt ce qu'on appelle un dividende carbone, c'est-à-dire faire payer les importations en fonction de leur contenu en CO2, et la totalité, je dis bien la totalité de ce produit fiscal doit être redistribuée en totalité aux citoyens de l'Union européenne. Si on fait ça, on espère quand même désamorcer un certain nombre de mécontentements. Je vais poursuivre avec vous, Nicolas, justement, puisqu'on a une vision macro. On a eu Sophie et Régis qui nous ont donné des éléments liés aux professions. Et si on avait un peu une vision sur l'immobilier, justement, qu'observez-vous de cette année, sur l'immobilier? Plus spécifiquement, alors j'ai des questions, mais je vous les poserai tout à l'heure sur justement les sièges sociaux qui se décentralisent. Donc il y a avec le télétravail ou qui souhaitent effectivement des superficies plus. On en parlera. Il y aura après des traductions avec les chiffres que vous nous proposez à la fois Sophie et Eric. Mais justement, quelle est votre vision sur l'immobilier? Alors sur l'immobilier de logement, on a eu une année 2020 qui était bien trop bonne, puisqu'on a eu, si j'en crois vos chiffres, une hausse des prix en France qui était de 4,5%, c'est ça? Alors un peu plus. Ouais. Alors même, donc c'est pire que ce que je pensais. Alors même que la récession, je le rappelle, a été la plus forte depuis 1942. Donc vous voyez on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement. Et vos chiffres sont des moyennes, mais on voit des écarts qui sont très importants. Vous connaissez ça par cœur, mais dans le cœur de métropole, les périphéries de métropole ou les zones touristiques, on est plutôt à 6-7%.
Et dans d'autres parties du territoire français, on a des prix qui tendent vers zéro. Et je dis bien des prix qui tendent vers zéro. J'étais en vacances, je suis allé faire du ski comme beaucoup de gens dans les Vosges cette année. J'étais très intéressé de voir que dans des zones qui ont été désindustrialisées, dans lesquelles on fait face à des problèmes de désertification médicale, l'école a fermé, donc vous n'avez plus de démographie, eh bien vous voyez, moi j'ai vu des très belles maisons, 700 mètres carrés habitables, plusieurs hectares de parcs. 30 000 euros à peine. Hein. Et donc c'est. Oui, alors c'est extrêmement plaisant. Mais ce que je veux vous montrer, ce sont les écarts. Donc le problème de logement de la France, il est là aussi très connu, c'est le fait que on ne construit pas assez là où il y a des emplois. Les gens, on a regardé ça de très près chez Asterès, les gens ne se déplacent pas en fonction du climat. C'est très simple. Hein. Les migrations des actifs, en tout cas, elles suivent l'emploi. Voilà. Et donc les gens, et l'emploi, aujourd'hui, qu'on le déplore ou non, il est très concentré dans les métropoles. Et d'ailleurs, quand on voit des mouvements démographiques, les gens quittent Paris, c'est plutôt vrai, mais les gens quittent Paris pas pour aller au cœur de la Lozère, les gens quittent Paris pour aller à Toulouse ou à Bordeaux. Donc en fait, ils vont dans d'autres métropoles parce qu'il y a aussi des emplois à Toulouse et à Bordeaux. Sur la question de l'immobilier d'entreprise, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, je suis un tout petit peu inquiet, je le disais tout à l'heure, je trouve qu'il y avait déjà beaucoup de bureaux, et avec la crise, et notamment vous en avez parlé, la montée du télétravail, vous avez évidemment raison, le télétravail ne va pas tout emporter, on a besoin de bureaux, mais le télétravail s'est installé, et donc pour les métiers télétravaillables, 30-40% des gens quand même, hein, pas rien. Il va y avoir du télétravail 1 jour par semaine, 1 jour et demi, 2 jours par semaine. Ben ça change tout. Hein. Quand vous regardez la quantité de personnes que ça représente, ça veut dire que fatalement, la demande de bureau, elle va un petit peu reculer. Et ce que l'on voit déjà, c'est que, c'est drôle, mais vous parliez de décentralisation, elle se recentralise. On le voit par exemple en région parisienne, les entreprises, elles nous disent, tiens, un peu moins de surface de bureau, si je me remettais au milieu de Paris. Vous voyez ? Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que sur les abords de Paris, mais je vois la même chose à Bordeaux et à Toulouse, je vois pas mal d'immeubles de bureaux qui sortent. Voilà. Donc là, vous connaissez ça bien mieux que moi, mais j'ai un petit point de vigilance. Je ne suis pas complètement tranquille par rapport à ça. C'est vrai que c'est surprenant. Bon, les locaux de l'ONG sont sur la Défense à Courbevoie. C'est vrai qu'on voit tous ces projets là qui sortent. On se dit en fait. On voit un peu beaucoup. Oui. Et l'exemple de la Défense, c'est bon. La Défense, un endroit très intéressant, mais aujourd'hui, très honnêtement, ça n'est pas l'endroit qui correspond le plus à là où les salariés ont envie d'être après la crise du Covid. Oui. Ok, alors là justement j'ai une question, ça me permet de rebondir sur la question que je voulais vous poser. Bon, on a une remarque d'un adhérent qui nous dit est-ce que l'immobilier de demain, c'est suivant le désir des gens ou le diktat des pouvoirs publics? Vous savez que dans le projet de loi climat, il y a un groupe sur la sobriété foncière, on le voit. Est-ce que justement le fait de se dire on va moins artificialiser va nous permettre effectivement de répondre aux besoins des Français, hein? Vous avez un peu évoqué, on le verra dans les chiffres, ce besoin d'espace, ce besoin de déménager, d'aller dans des endroits un peu moins, mais au niveau de la métropole. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette loi de climat? Est-ce que c'est utopique ou est-ce qu'une prise de conscience? Quel est ce rapport? Alors, je pense qu'elle est assez ambiguë au fond parce que elle est un peu empreinte quand même de l'idée de décroissance. C'est-à-dire que la question, c'est pas de se dire il faut construire moins, parce qu'en l'occurrence, les gens ont besoin de logements. Donc la question, c'est comment on construit suivant des normes écologiques qui peuvent être extrêmement strictes. D'ailleurs, je voudrais rappeler que quand on regarde les coûts de construction, ou d'ailleurs plus généralement les prix du logement, les normes écologiques contribuent, mais c'est pas gigantesque. C'est par rapport au foncier, par exemple, hein, par rapport au coût du foncier, ça n'a absolument rien à voir. Si vous voulez. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, parce que vous connaissez aussi ces sujets très bien, mais je suis pas favorable à ce qu'on replie de la toile sur cette question de la qualité des logements, parce que quand vous construisez quelque chose, vous l'avez quand même pour 100 ans. Et je pense que faire des choses qui seraient pas cohérentes avec ces problèmes écologiques, ça me semble pas un bon investissement en règle générale. Concernant la question de l'artificialisation des sols, en réalité, il faut faire 2 choses. Alors c'est très impopulaire, mais il faut qu'on arrive à densifier un peu. Oui. Voilà, donc ça peut se faire de plein de façons. Ça peut se faire en montant un peu. Mais pas seulement, hein. Vous avez ce qu'on appelle, l'expression n'est pas belle du tout, mais vous avez des dents creuses dans les villes, donc il y a quand même un certain nombre de projets. Et puis après, je vous le disais, la demande, elle est dans le cœur des métropoles, densification, dans les zones touristiques, un peu densification, mais elle est aussi en périphérie des métropoles, et ça on le voit très clairement aujourd'hui, notamment les prix des notaires nous le montrent.
les banlieues augmentent plus vite que le cœur des métropoles. Ça y est, donc on voit bien qu'il se passe quelque chose. Et là, ça veut dire qu'on a quand même besoin de faire un peu d'étalement urbain. Mais l'étalement urbain bien, quoi. Oui, Régis, oui. justement, dans ce genre sur cette problématique de la sobriété foncière qui, alors, les géomètres experts, on est très attentifs Bien sûr. à ça, puisque l'année dernière, on parlait plus de zéro artificialisation nette, et ça nous gênait un peu comme expression, parce que beaucoup de préfets l'ont interprété comme zéro artificialisation tout court, et donc on a vraiment des projets qui ont été totalement mis sous cloche, alors qu'ils répondaient en fait à cette problématique de transformer la façon de construire, mais quand même en conciliant avec les demandes. Vous l'avez dit, hein, la maison individuelle, en tout cas le concept de maison individuelle était déjà très fort chez les Français avant la crise, et avec les confinements, voilà, même s'il n'y a qu'une fraction de métropolitains qui souhaitent aller en première ou deuxième couronne ou dans une ville moyenne bien connectée à une métropole, il faut que ces gens puissent trouver un logement qui leur convienne, et effectivement en conciliant. Et c'est vrai que c'est là que les professions, les experts comme nous devons accompagner à la fois les décideurs, les promoteurs et les particuliers pour leur expliquer que les choses changent. Mais ce n'est pas une loi qui va imposer aux Français comment on vit. Il faut concilier tout ça. Je pense qu'il y a vraiment besoin de pédagogie et surtout pas de couperet. Effectivement, c'est le fameux retour ce que j'appelle le parcours résidentiel. Et donc, c'est un peu la question que pose notre adhérent. C'est est-ce qu'il y a une différence entre ce que veulent les politiques et ce que veulent les Français? Est-ce que la crise n'a pas accentué le souhait des Français? Ça, c'est un gros souci. Il faut tenir compte, effectivement, des questions de développement durable. Et voilà, justement, ce qui peut être intéressant, c'est, je vais donner la parole à Eric, pour un peu essayer de nous traduire et nous donner un peu des chiffres, justement, sur la construction neuve, par rapport à cette année un peu particulière, cette année de crise. Oui. Alors, du côté de la construction neuve, les chiffres ont été quand même particulièrement mauvais en 2020. Alors, j'imagine que le diaporama va s'afficher à l'écran. Oui. Alors, sur la première diapositive, on le voit, seuls 351 000 logements ont été commencés en 2020. Donc, c'est quand même une baisse de 10%. Ah oui. Et on est quand même quasiment 10 000 unités en dessous de la moyenne de longue période. Donc, alors attention, cette tendance, elle perdure depuis déjà 3 ans. Hein. Depuis 3 ans, on est sur une tendance baissière du nombre de logements commencés. Il faut savoir qu'en 2017, on était quand même à 438 000 logements commencés. Aujourd'hui, 351 000. Donc ça, c'est une première chose. Du côté des autorisations, donc toujours sur le même graphique, en bleu, on le voit là aussi, il y a eu quand même une baisse encore plus importante que les mises en chantier, puisqu'on a baissé de 15%. Donc seulement 382 000 logements ont été autorisés en 2020. Et donc, c'est 40 000 unités en dessous de la moyenne de longue période. Et d'ailleurs, on voit sur les permis des disparités, justement, entre sous-segments, entre l'individuel et le collectif. En fait, il faut savoir que le collectif, il a bien plus chuté que l'individuel. Le collectif, c'est moins 20% en termes de permis en 2020, alors que l'individuel, c'est moins 10%. D'accord. Donc on voit déjà apparaître ça se recoupe, en fait. Voilà cette première tendance. Et cette tendance-là, on le voit donc sur le deuxième graphique, donc qui concerne les ventes de logements neufs. On s'aperçoit que les ventes dans l'individuel diffus ont chuté de 8,5% en 2020. Alors que les ventes du côté des promoteurs, donc les promoteurs grosso modo 95% c'est du collectif, ont chuté de 25% sur l'ensemble de l'année 2020. Autant on a vu apparaître sur le deuxième semestre une relance au niveau des ventes dans l'individuel diffus, on a une inflexion à la hausse à plus 5%, mais du côté de la promotion, tendance toujours très négative à moins 20%. Et finalement, du côté des ventes des promoteurs, on est descendu en dessous des 100 000 ventes, c'est-à-dire en dessous de la moyenne de longue période. Donc on voit quand même déjà apparaître une tendance quand même assez forte. Il faut savoir également que du côté des mises en vente, des promoteurs, on est en baisse de 30%, donc ça c'est l'offre à venir. Et en plus, l'INSEE donc qui interroge les promoteurs donc tous les 3 mois, la dernière enquête date de fin janvier. Il faut savoir que seulement 60% des promoteurs désiraient mettre à l'étude de nouveaux programmes immobiliers dans les mois à venir, alors qu'ils étaient 65% avant que la crise sanitaire ne se déclenche. Donc voilà, on voit donc sur le logement quand même
que tous les chiffres sont vraiment très baissiers. Alors si on regarde maintenant du côté du non résidentiel, Oui. c'est le troisième slide, eh bien les chiffres s'avèrent encore plus mauvais. Alors du côté, hélas, On du était côté... quand même assez positif. Là, vous nous cassez l'ambiance. Sophie va partir, ça continue. Hein. Ça va aller mieux, je vous rassure. Ça va aller mieux. Mais du côté des surfaces commencées, déjà, on est en baisse de 15% sur l'ensemble de l'année 2020. Donc seuls 24 millions de mètres carrés ont été mis en chantier. Il faut savoir que c'est 8 millions en dessous de la moyenne de longue période. Donc ça, c'est une première chose. Et du côté des surfaces autorisées, c'est encore pire puisqu'on est à moins 20%. Alors, également, on voit apparaître donc sur le quatrième slide des disparités entre les sous-segments, comme on a vu au niveau du logement. Et là, on voit par exemple au niveau des surfaces commencées, on voit que le recul, il a été beaucoup plus contenu du côté des bâtiments industriels et assimilés. On y range notamment dedans les bâtiments de stockage, du type Amazon, Cdiscount, qui eux ont beaucoup mieux résisté Ah oui. en 2020 en termes de surface commencée que par exemple, on le voit sur le tableau, les bâtiments commerciaux qui sont quasiment à moins 30%. Alors bien évidemment qui ont souffert largement de cette crise sanitaire. Et puis une dernière tendance que je voudrais quand même faire apparaître pour l'année 2020, une tendance on va dire régionale, c'est qu'on voit quand même que l'Île-de-France a été l'une des régions qui a été le plus touchée parce que quand on regarde les chiffres au niveau, que ce soit au niveau des permis, des mises en chantier, des ventes, du logement comme du non résidentiel, c'est la région vraiment l'une des régions qui a le plus souffert, avec des tendances fortement baissières. D'accord, donc vous sentez quand même qu'il y a une différence entre l'individuel et le collectif, et on voit qu'il y a quand même une évolution, en tout cas une baisse moins forte de la maison individuelle. Donc je pose toujours la question entre le souhait des Français et le souhait effectivement des politiques par rapport au zéro artificialisation des sols. Ça peut être effectivement, parce que l'objectif quand même, je vous rappelle, c'est l'immobilier d'après une révolution, c'est de tenter de répondre à la question. Il y a peut-être une tendance, et cette crise a accéléré peut-être le souhait, je dis pas que c'est bien ou pas bien, il y a une tendance, et les chiffres sont là, de montrer que les Français ont besoin d'espace et d'individuel et sortir de métropole. Et justement, Sophie, je vous propose de revenir, je reviendrai après vers toi, Eric. Quelques chiffres justement, on a donné des chiffres du neuf, quelques chiffres justement sur l'ancien. Alors sur l'ancien, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, j'avais un slide aussi, il apparaît peut-être, le slide 1 qui démontre en effet au niveau du volume 2019-2020, je vous l'ai dit, sensiblement un petit peu, voilà, pareil. On a dépassé le million de transactions de vente immobilier, en sachant quand même, et ça c'est aussi important de le souligner, que c'est assez disparate sur l'ensemble du territoire. Je pense que l'Île-de-France, vous l'avez dit, mais moi aussi je vais en parler, véritablement a beaucoup souffert, puisqu'il y a quand même une chute de 12% en Île-de-France, alors que dans la France entière, on est à 4%. Donc il y a quand même, voilà, il y a quand même une difficulté. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit et sur le neuf, on parlait de l'activité notariale, on le voit nous aussi, nos études ont beaucoup plus souffert, celles qui étaient liées, qui faisaient de l'immobilier neuf. Je confirme bien évidemment vos chiffres avec nos fameuses ventes en état futur d'achèvement. C'est vrai que ça a été compliqué, ça a été d'autant plus compliqué, mais on le parlera peut-être tout à l'heure par rapport aux nouvelles technologies qui sont venues en aide. Mais c'est vrai que ce sont des actes qui sont authentiques, bien évidemment, mais ces ventes en état futur d'achèvement, il faut que les clients soient en face de nous. Voilà, on ne peut pas faire de procuration autrement que devant. Voilà, il faut les recevoir. Enfin, il fallait parce que les choses ont changé, probablement grâce parce qu'il y a aussi des opportunités qui font, mais on en parlera plus tard. Donc c'est vrai que tout au début de ce confinement, eh bien, autant sur l'immobilier ancien, ça a été reporté, autant sur les ventes du neuf, ça a été arrêté. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont complètement. Donc une vraie difficulté en effet liée aussi, on le voit nous aussi dans le cadre de l'activité notariale. Donc au niveau des chiffres, l'Île-de-France souffre, ça c'est en volume. Maintenant au niveau des prix. Donc on a parlé tout à l'heure en effet des prix. Là ce sera le slide 2 en effet. À fin décembre 2020, la hausse des prix se poursuit puisqu'on est à plus 6,5%. Voilà. Ah oui. Par contre, voilà, donc c'est quand même assez important de souligner. La hausse la plus marquée ce trimestre, c'est pour les maisons, en effet, enfin le trimestre fin 2020, c'est en effet pour les maisons individuelles, 6,6%.
en un an, contre 6,3% pour les appartements. Donc c'est vrai qu'on le voit, on le sent, on le ressent. Je pense que la tendance, elle est là. Hein. Après, voilà, comment ça va se mettre en place, comment on peut accompagner aussi les politiques publiques et les politiques locales, parce que on le dit, la question était très pertinente. Est-ce que c'est qui va prendre le dessus? Je pense que vous l'avez dit très justement, on est là aussi par notre proximité, la connaissance de terrain, pour aussi apporter notre expertise. Donc ça, c'est très important. Mais c'est vrai qu'on ressent aujourd'hui cette envie de la maison individuelle, d'espace. Tout à fait. Tout à fait. Il faudrait même rajouter, vous avez peut-être vu les chiffres également de la location avec le Airbnb qui est complètement déstructuré. On voit que sur Paris ou dans les métropoles, les mises en location, si on cherche un appartement à louer en ce moment, on peut trouver sur les arrondissements à Paris, des 2 pièces ou des 3 pièces à des prix vraiment imbattables parce que évidemment les propriétaires ne peuvent pas louer depuis pas mal de mois, voire un an. Et donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a aussi des marchés dans la location qui est totalement déstabilisé. D'accord. Si on continue à creuser justement de répondre à la question l'immobilier d'après, en fait, on sent que il va falloir encore une fois concilier les choses qu'on est en train de décrire. Et j'ai vraiment le sentiment que les métropoles le cœur des métropoles vont devoir se réinventer, puisque on pourra pas dans cette perspective justement de sobriété foncière, de questions écologiques, parce que l'écologie si tout le monde vit dans une maison basse consommation, on n'aura pas résolu le problème parce qu'il faudra des transports, parce que et j'ai vraiment le sentiment qu'il va falloir que ces métropoles se réinventent, réfléchissent à la transformation de tous ces bureaux qui seront peut-être vides encore plus en périphérie qu'en partie centrale, et justement donner plus d'espace pour casser ce sentiment d'étouffement quand on vit en centre-ville, et ce que nos concitoyens ont ressenti justement pendant ces confinements qui étaient plus liés à l'espace, il est encore plus renforcé par les problématiques énergétiques, d'îlots de chaleur, etc. Et donc l'immobilier d'après, je pense en tout cas pour les métropoles que c'est ça, c'est répondre à ce double enjeu de continuer à rester attractif et que finalement les gens ne vivent pas là par défaut parce que les emplois y sont et aient le sentiment de le subir, mais que finalement qu'ils se réapproprient leur espace et que cet espace devienne plus convivial et avec cette transformation des bureaux. Donc finalement, encore beaucoup d'activités dans les métropoles à l'avenir. Oui, je vais bien ajouter quelque chose. Alors déjà, l'emploi, je le dis, on peut le déplorer, mais aujourd'hui, c'est factuel, il reste dans les métropoles. Je suis entièrement d'accord avec vous. En même temps, beaucoup de métropoles sont devenues pour nos concitoyens difficiles à vivre, parce que les temps de transport, parce que les prix de l'immobilier sont très chers, parce que les temps de transport sont longs, parce qu'il y a de la pollution, parce que c'est difficile de faire du sport, et bien évidemment l'année qui vient de s'écouler a rendu cette sensation encore plus forte. Mais il y a quand même des gens qui réfléchissent à ça. Les théories de Carlos Moreno, par exemple, sur ce que l'on appelle la ville du quart d'heure. Qu'on a invité, non, mais je le savais pas. Mais Arcachon l'année dernière. C'est quelqu'un que je côtoie beaucoup, et on n'a pas toujours les mêmes opinions, ou on soutient pas toujours les mêmes candidats, mais je trouve que, mais il faut aller au-delà de ça, justement, et je trouve que cette idée est très forte. Je pense que c'est vraiment une excellente idée, et pour pousser la provocation, et peut-être pour penser d'ailleurs contre moi-même, je suis désolé pour ceux d'entre vous, c'est toujours très désagréable qui n'habitent pas Paris de parler de Paris, mais juste un tout petit mot quand même. Je crois que ce qui se fait à Paris dans l'esprit est bien. C'est la façon de le faire qui est un peu désorganisée, qui pose problème. Mais cette idée, au fond, de dire une ville historique, très dense, très compliquée, toute petite, la surface de Paris, c'est minuscule, c'est une toute petite ville. Essayer de la transformer avec des mobilités douces, avec cette idée de la ville du quart d'heure, je pense que l'idée est la bonne. Je pense que ça se fait de façon un peu chaotique et sans doute pas optimale, mais voilà, vous avez quand même ce type de réflexion. Sur la question collectif versus maison individuelle, je participais ce matin, j'étais juré dans un concours d'architecte, j'ai aucune compétence dans le domaine de l'architecture, mais enfin il se trouve qu'ils avaient besoin de l'avis d'un économiste, et c'était très intéressant parce que on voit bien que les architectes m'expliquaient que la demande aujourd'hui, mais vous devez le voir aussi, mais la demande des gens, c'est l'espace. Voilà. C'est devenu l'obsession des gens. Ils veulent plus d'espace, ils veulent un salon plus grand, ils veulent une cuisine plus grande, parce que la cuisine, on y a passé énormément de temps, nos cuisines. Les gens font du télétravail, ils cuisinent chez eux, le midi en semaine, c'est quelque chose de nouveau. Ils veulent un petit jardin.
quand même, et vous posiez une question qui est fondamentale, qui est au fond entre le politique, c'était d'ailleurs un peu votre introduction aussi, entre le politique et la demande des gens, qui va gagner? Mais c'est la demande des gens, bien évidemment. Si les gens veulent des maisons individuelles et un peu d'espace, il va falloir qu'on trouve un moyen de leur proposer de l'espace et des maisons individuelles. Et ça peut se faire, parce que moi je vois tous les progrès qui se font dans le domaine de l'urbanisme, tous les progrès qui se font dans le domaine de l'architecture, avec parfois d'ailleurs des lots dans lesquels on met des choses mixtes, hein. On met du collectif et de l'individuel. Et je termine juste là-dessus, parce que ce matin un architecte me disait quelque chose, une phrase, une punchline que j'ai trouvée remarquable. Il me disait: le problème du logement collectif maintenant, c'est le collectif. C'est-à-dire qu'on veut vendre du logement collectif, mais le problème, c'est que les gens ne veulent plus de collectif. Et ça, c'est nouveau. Avant, les gens pouvaient dire, ils n'aimaient pas tel ou tel type de collectif, les bars, les trucs trop grands. Non. On veut leur vendre ou leur imposer du collectif. Et le problème, c'est la notion même de collectif. Bon, en vous écoutant, on a parlé de 2020. Sur 2021, si on se projette même dans 2-3 ans, est-ce que ça va durer? On a vu qu'à la sortie de la crise, tout le monde a acheté un vélo électrique. Ouais. Sur Paris, on pouvait plus circuler. Moi-même, hein, on a un partenariat à l'UNG avec Vélogistique, donc j'en ai eu un, mais je l'utilise un peu moins. Est-ce que c'est une tendance? Voilà, on a besoin d'espace, mais est-ce que quand on va pas être, on va retourner à une vie normale? Est-ce que c'est une tendance qui va perdurer? C'est une questionnement que je me pose. J'entends effectivement la dualité entre politique et le besoin des Français, mais ça date depuis longtemps. Déjà sous Nicolas Sarkozy, il y avait cette idée d'arrêter de construire, etc. Donc je sais pas. Vous pensez que ça va durer? Quelle est cette tendance? Alors, il y a la tendance, en effet. Alors moi, le vélo électrique, j'en ai pas pris là où je vis. Il me faut encore ma voiture. Non, c'est pratique avec les Voilà, c'est pas possible. Mais oui, donc par rapport, en effet, est-ce que ça va durer? On se rend compte quand même, dans le cadre des tendances aussi, que c'est la maison individuelle. Mais en tout cas, pour revenir à l'Île-de-France ou même aux Franciliens, voilà, l'Île-de-France francilien, voire même Paris, les Parisiens. On se rend compte qu'ils vont aussi et qu'ils peuvent aller dans des villes. Ils sont passés la Grande Couronne. On a un slide aussi. Enfin, j'avais prévu un slide qui apparaît un petit peu justement sur voilà les départements en effet qui sont aujourd'hui en hausse aujourd'hui. Et on le voit très bien. Hein, on a dépassé la Grande Couronne et on peut le voir. Et c'est pas du tout pour vous contrarier, mais par rapport à ce que vous avez pu me dire tout à l'heure en disant ils partent pour la métropole bordelaise, toulousaine ou eh bien non, cette année on l'a vu, c'est en baisse. C'est saturé quand on va à Bordeaux ou à Toulouse, c'est quand même saturé. Tout à fait, c'est saturé, mais ça reste aussi des métropoles. Et je pense aussi, il faut pas l'oublier, on l'a été. Nos déplacements ont été aussi regardés, c'est-à-dire qu'on avait ces fameux 100 kilomètres. Je pense que les gens aujourd'hui, ils ont envie aussi de se déplacer, mais pas trop loin. Et on voit aussi apparaître ces Franciliens qui vendent leur appartement parisien familial, par exemple, appartement familial, pour acheter une plus petite surface et acheter une maison secondaire un petit peu plus loin, mais on dépasse pas trop, on s'éloigne pas trop, qui peut éventuellement, dans le cadre du télétravail, devenir aussi une résidence principale, et on module un peu. C'est vrai que est-ce que ça va rester? Ça, malheureusement, on ne sait pas encore. Mais voilà. Après, je pense que les gens recherchent aussi des villes qui peuvent être des villes moyennes. Nous, on y travaille puisqu'on les aide. On a un outil pour leur permettre justement de connaître les volumes et les prix dans ces fameuses villes moyennes. Donc, on y travaille dessus. Mais je pense aussi, par rapport à ces villes moyennes, il y a de l'espace, certes, mais qu'elles soient connectées, qu'on puisse y aller, c'est-à-dire qu'elles soient accessibles, qu'il y ait tous les services. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait la culture, il faut qu'il y ait le monde associatif. Il y a cette proximité, certes, mais encore faut-il pouvoir les accueillir. Et là, les urbains cherchent à retrouver. Je crains quand même, ils veulent pas tout perdre non plus, parce qu'il faut quand même pas oublier que dans les métropoles, on est quand même, très desservis. Et donc, il fuit quelque chose, mais ils ont pas non plus envie. Donc, on peut pas parler d'exode urbain, ça c'est certain. Il y en a pas. On est bien convaincus tous autour de la table. Voilà, cette tendance, on aimerait qu'elle reste, on aimerait qu'elle perdure, parce que moi je vais pas vous dire le contraire. Venez chez moi, la Haute-Loire n'y est pas. Dans mon slide, mais pas encore. Après cette intervention, tout le monde va venir. Non, mais c'est vrai que c'est important, et c'est quand même très intéressant, me semble-t-il. Mon sentiment, très rapidement, mais mon sentiment, c'est aussi que cette crise a accéléré des projets qui couvaient déjà chez certaines personnes, et
donc on se retrouve en un laps de temps beaucoup plus court à ce que des familles, des couples concrétisent un projet auquel ils pensaient déjà. Donc comme vous, je pense pas que ça va perdurer d'année en année. En revanche, tu parlais de la problématique du vélo ou d'autres. Là, clairement, et les enquêtes d'opinion le prouvent. Il y a vraiment eu un basculement, et je pense qu'on a aujourd'hui une population qui est plus à même de comprendre les enjeux et justement plus à même de réfléchir à cette capacité d'arbitrer entre cette volonté d'avoir aucun voisin, aucun copropriétaire, un parc immense, mais aussi avoir des transports, un restaurant, etc. Là, on peut pas avoir tous des terrains immenses avec la ville de quart d'heure. Donc voilà, je pense une maturité plus grande aujourd'hui qu'elle pouvait l'être à un moment. Eric ? Oui, alors j'ai un dernier slide à vous passer. Donc si je vais vous parler un peu plus loin des tendances sur les années à venir, mais déjà sur 2021, nous on s'attend quand même à une baisse quand même importante du nombre de logements commencés encore, tout à fait. Et nous on s'attend à quelque chose comme un peu moins de 310 000 logements seraient commencés seulement. Ils sont loin les 500 000 logements. Exactement. et il faut savoir que ce serait le chiffre le plus bas des 25 dernières années. Et donc là, on est vraiment quand même très inquiet. Et quand on regarde également sur le non résidentiel, ce serait la même chose. 22 millions de mètres carrés seulement de surface seraient mis en chantier. Et là, quand on regarde l'outil statistique Citadel 2 de suivi de la construction neuve, on n'a jamais eu un chiffre aussi bas depuis que l'outil existe. Donc ça montre quand même qu'on est dans une crise extrêmement forte au niveau de la construction neuve. Alors si ensuite on regarde au-delà de 2021, donc par exemple, on voit les permis de 2021, ce seront les mises en chantier de 2022 et l'activité bâtiment de 2023. Oui. Or, nous, on s'attend encore à des baisses substantielles au niveau des permis, par exemple, notamment sur le logement. 345 000 logements seraient autorisés en 2021. Donc là aussi, c'est le score le plus bas des 25 dernières années. Donc, alors, si ensuite on dégage quelques tendances, on va dire, à moyen terme, la première, bien évidemment, ça concerne, on l'a déjà évoqué, la maison individuelle. On l'a vu au sortir du confinement. Les ménages souhaitent quand même davantage d'espace. On l'a vu, il y a l'Observatoire Idéal avait fait une enquête au sortir du confinement. Et finalement, pour les ménages qui avaient le mieux, on va dire, qui s'étaient le mieux adaptés à ce confinement, 3/4 de ces ménages-là étaient en maison individuelle, alors que des ménages pour qui le confinement a été le plus difficile, 9 sur 10 étaient en appartement. Donc ça traduit bien déjà quand même cette demande d'espace, cette demande de logement individuel. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, bien évidemment, on l'a déjà évoqué, mais le télétravail va permettre aussi, alors bien évidemment, il ne restera pas au rythme où il est aujourd'hui, mais il va quand même perdurer, vous l'avez dit Nicolas, à 1 ou 2 jours par semaine par exemple. Et donc ça va permettre aussi aux ménages finalement de s'éloigner un peu plus de la ville, d'aller vers la campagne et donc bénéficier d'une maison individuelle. Donc là, déjà, on a ce phénomène-là. Bien évidemment, sur le segment des bureaux, ça va avoir un impact négatif. Les transactions de bureaux en Ile-de-France, elles ont chuté quand même de 45% sur l'ensemble de l'année 2020. Et derrière, on a une offre pléthorique, une offre qui a continué d'augmenter. En plus, quand on regarde à la Défense, on l'a souligné tout à l'heure, beaucoup de programmes sont en train de sortir de terre et le risque, c'est les bureaux vacants. Oui. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Oui, absolument. Donc on voit quand même que sur le segment des bureaux, on s'attend quand même à des années compliquées, surtout qu'en plus on sort d'un cycle haut. Donc ça, voilà. Et puis, alors sur le cycle des commerces également, ça risque d'être compliqué. De toute façon, on le voit. Quand il va y avoir cette fameuse reprise que l'on espère le plus rapidement possible, bien évidemment, les entreprises vont déjà essayer de sauver leur affaire, on va dire, avant de réinvestir, avant de se développer. Donc de toute façon, le secteur des commerces, ça va être compliqué. En plus, il y a quand même l'essor du commerce en ligne, qui était déjà apparu avant la crise sanitaire, et donc là, qui va continuer de se développer. Donc un secteur des commerces, quand même, qui risque d'être durablement impacté négativement. Et enfin, pour en terminer, on estime que tout ce qui concerne le secteur, on va dire, de la logistique, là, c'est celui qui va le mieux résister dans le non résidentiel, avec notamment
Amazon, hein, qui est le grand gagnant avec Netflix de la crise sanitaire. Pas de pub, on a dit. Non, je rigole. Et Nicolas, justement, est-ce que cette tendance va continuer? Alors, je voudrais dire deux choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Première chose, je reviens un tout petit peu sur la faiblesse des mises en chantier en 2020 et en 2021. Il faut bien comprendre à quel point c'est un problème qui est catastrophique. Quand vous regardez les choses un peu sur le long terme en France, hein, quand la demande de logement augmente de 1%, l'offre augmente de 0,3%. Donc vous avez déjà un écart structurel qui se traduit par une hausse structurelle des prix. Ce que vous annoncez, c'est que cette élasticité, pour parler comme les économistes, elle va devenir plus faible. Et donc que les prix vont monter encore plus. Et en plus, les chiffres que vous donnez sont évidemment des chiffres sur l'ensemble du territoire, mais on peut penser que l'écart se creuse plus là où sont les besoins. Parce que ce sont déjà des endroits qui sont denses, où on essaie de les réduire. Et d'ailleurs, un certain nombre de maires, hein, aujourd'hui, à Lyon, Grenoble, où pourtant il y a de l'activité économique, ce sont des villes qui sont plutôt dynamiques du point de vue économique, ben, ce sont des maires qui sont très malthusiens en matière de construction de logements. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on alerte nos concitoyens et les pouvoirs publics sur ce sujet, parce que je pense que c'est de nature à déclencher des crises sociales quand les gens peuvent plus se loger. Vous savez, ce qui compte pour nos concitoyens, c'est le travail, la santé, l'éducation et le logement. Voilà, hein, donc la question du logement est absolument centrale. Un mot sur les commerces. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que le panier de consommation après la crise et avant la crise est pas tout à fait le même. Oui. La consommation va reprendre hein, au niveau macroéconomique, ça va reprendre très fort, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que le panier est pas le même et les circuits de distribution sont pas tout à fait les mêmes. Alors, quand je dis qu'ils sont pas tout à fait les mêmes, c'est pas la crise qui a changé les circuits de distribution, elle a cristallisé quelque chose et elle a accéléré quelque chose. À titre personnel, j'ai depuis plusieurs années une analyse assez radicale, par exemple, des grands centres commerciaux et des hypermarchés. Assez radical, hein. Je considère que une personne qui meurt, c'est un consommateur en moins qui ira dans un hypermarché et dans un centre commercial. Je rappelle d'ailleurs que le monde entier, avant la crise, les centres commerciaux, c'est un problème économique majeur. On a un problème de surcapacité majeur au niveau mondial. Vous allez en Asie, vous allez en Chine, souvent vous rentrez dans un centre commercial, il est vide. Hein. Enfin, donc c'est vraiment un problème. En France, on l'a un peu moins. Ça, c'est notre bon côté malthusien. C'est l'un des rares bons côtés, c'est que comme depuis quelques années, quand quelqu'un veut construire un centre commercial, on dit oulala, c'est méchant, c'est pas beau, c'est sale, on n'a pas trop fait. Bon, mais quand même, je pense que ça ne correspond plus à la volonté des gens. Et pour parachever ce que vous dites, avec lequel je suis entièrement d'accord, ce que l'on voit par exemple aux États-Unis, c'est la conversion des hypermarchés en centres logistiques. Parfois, ce sont les mêmes entreprises d'ailleurs. Hein. Si vous prenez Walmart, hein, qui est la plus grande entreprise de distribution mondiale, Walmart, dans l'alimentaire, ils sont très forts aux États-Unis et ils résistent parfaitement à Amazon grâce à leurs hypermarchés. Sauf qu'en fait, ils réduisent considérablement les surfaces commerciales. Des Walmart, vous en avez partout aux États-Unis. Hein, donc, et ils en font des entrepôts, alors même qu'Amazon doit investir ou construire des entrepôts. Donc, on a cette transformation majeure. Sur les petits commerces de centre-ville, en revanche, je suis très optimiste. Alors, c'est là où vous voyez que la vie est compliquée. Hein. Peut-être trop d'hypermarchés, trop de centres commerciaux, pas assez de commerces de centre-ville. Et même aujourd'hui, ce que me disent les maires, c'est que on commence malheureusement à avoir quelques commerces de centre-ville qui ferment boutique. Mais vous avez tout de suite des gens pour les racheter. Enfin, je veux dire, ça se fait quasiment dans le quart d'heure. Hein. Donc, on voit que ça reste quelque chose qui est attractif. Ah, puis juste un tout dernier mot, en 15 secondes. Transformer des bureaux en logements, c'est super du point de vue théorique, c'est ce qu'il faudrait faire. En pratique, vous savez ça peut se faire. Hein. Et c'est quand même d'une complexité redoutable. C'est-à-dire qu'il vaut mieux quand même, dès le départ, faire des logements. Hein. C'est quand même beaucoup plus simple. Ça dépend aussi où ils se trouvent. Bien Il y sûr. a En certains plus. bureaux en deuxième couronne. C'est ça. On va avoir du mal à faire vivre les gens là-bas. Alors, on a quelques questions, et une question, je pense, qui est pour Sophie. Donc, l'ancien reste cher par rapport au neuf, alors que son obsolescence eu égard aux qualités environnementales s'accélère. Une idée pour inverser le processus, afin que l'ancien baisse. Une idée, je crains que malheureusement l'ancien ne baisse pas si justement le neuf n'est pas là. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que les Français vont justement se reporter sur l'ancien et pour pouvoir justement se loger. On l'a dit, la difficulté c'est le logement. Donc alors il y a peut-être quand même, puisque ça peut être intéressant, on peut peut-être en parler. Ça m'appelle cette réflexion de la valeur verte en effet du logement, parce que dans l'ancien, la difficulté qu'on peut rencontrer quand même à un moment donné,
c'est sur cette valeur verte. La valeur verte, c'est le fait, en effet, de savoir si notre logement est à faible consommation d'énergie ou s'il est énergivore. Vous le savez, il y a des politiques là aussi qui sont menées, qui mettent une catégorie sur le logement et on a l'obligation de délivrer à chaque vente un diagnostic de performance énergétique pour connaître la capacité du logement. La capacité énergétique du logement, ça va de A à G. Il y a une étude qui est faite chaque année sur cette valeur. En effet, le Conseil supérieur du notariat fait une étude. C'est la valeur D, qui est la valeur moyenne, qui représente 40% des biens en logement ancien. Ce qui est intéressant, en effet, là aussi, et c'est vrai que je pense qu'il faut, c'est que ce diagnostic de performance énergétique va se durcir un petit peu, c'est-à-dire qu'il va devenir opposable, mais par contre, il va donner un petit peu plus d'informations quand même aux clients, mais que pour que les personnes puissent, c'est peut-être là où l'immobilier ancien, énergivore, peut peut-être entrer sur le marché et permettre à certains de s'approprier ce marché-là, a peut-être une faible valeur, parce que bien évidemment, la valeur verte détermine la valeur vénale du bien aussi. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que ça va peut-être pouvoir permettre de libérer un petit peu, mais indépendamment de ça, il faut vraiment être vigilant, parce qu'il y a des mesures qui devront être prises, et heureusement, il y a quand même une incitation qui est menée, notamment avec MaPrimeRénov', qui s'est élargie, et puis qui s'est élargie, donc c'est quand même assez intéressant aussi. Donc, mis à part ce secteur-là, qui peut du coup, mais vous pouvez peut-être aussi rebondir là-dessus, parce que pour le coup, pour vous, ça vous donne aussi une autre activité que l'immeuble neuf. Donc on peut peut-être rebondir aussi, parce que je pense que c'est intéressant par rapport au logement de demain, parce qu'il faut pouvoir répondre aussi à cette attente des pouvoirs publics pour le coup, parce que là c'est une vraie politique publique. On ne peut que adhérer, bien évidemment, mais c'est pas non plus à n'importe quel prix. Donc comment on peut mettre ça en place? Mais c'était juste pour répondre. Je crains que non, ça n'augmente, si ce n'est éventuellement, en effet, avec ces logements qui peuvent se libérer un peu plus facilement, parce que les gens qui en ont la propriété aujourd'hui ne pourront peut-être pas faire ces travaux qu'ils devront faire pour demain. Justement, à la continuité du logement neuf, il y a une question sur la typologie des logements. On a parlé effectivement, est-ce que c'est pas une problématique? Parce que tout le monde, c'est une question, ne pourra pas s'offrir un grand logement avec terrasse sur jardin. Un peu utopiste. On voit en plus que les banques, vous avez vu, vont resserrer les prêts, donc ça ne va pas aider pour les primo-accédants. Quelqu'un peut répondre? C'est bien pour ça que ce que je disais avant, c'est qu'il y a un effort à faire de la part des collectivités pour justement rendre le cadre de vie plus agréable et faire que tout concitoyen qui ne trouve pas dans son espace privatif la bouffée d'oxygène qu'il souhaite, s'il est longtemps chez lui lors d'un confinement, même si on croise les doigts qu'il n'y en ait plus dans les prochaines décennies, ou s'il y passe ça ou ces quelques journées de télétravail, puisse, en sortant de chez lui très rapidement, ait accès à un parc, à un espace urbain qui soit pas étouffant, où il y a une répartition des usages et des modes de transport plus appropriés. Je pense que c'est vraiment ça la réponse, et c'est pour ça que la transformation, la révolution, elle va se faire dans les parties privatives, mais aussi dans l'espace public. Et justement, on parlait un peu des mises en chantier. Il y a une question, est-ce que cette baisse des mises en chantier n'est pas due à l'allongement des délais d'instruction et de la mise en œuvre des SCOT et des PLUI? Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Moi, je pense qu'il y a eu un, pardon, tant que la FFB est bien à même de répondre à ça, mais on a particulièrement eu un effet néfaste en 2020, et d'ailleurs, aux côtés de la FFB, on a combattu ces ordonnances qui visaient à rallonger les délais d'instruction de manière totalement déraisonnable, alors que les entreprises privées avaient une injonction de continuer l'activité via le télétravail et que l'administration ne faisait pas de même. J'ai quand même bon espoir qu'il y ait des bonnes leçons qui soient tirées de cette crise, en particulier sur la dématérialisation de toutes ces autorisations, et que on rattrape un peu le retard qu'on a vis-à-vis d'autres pays. Je pense en particulier à l'Allemagne que je connais bien, où l'instruction des permis va beaucoup plus vite. Et là, je pense que ça sera de nature à favoriser aussi cette reprise, quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu au travers des chiffres, les mises en chantier ont redémarré plus vite que les permis. C'est-à-dire que l'activité, on va dire, physique, bâtiment, a redémarré bien plus vite que l'activité administrative. Je voudrais rebondir quand même rapidement sur la valeur verte. On le voit déjà sur les statistiques de 2020. L'activité en rénovation énergétique a beaucoup mieux tenu que l'activité d'amélioration entretien au global, c'est-à-dire y compris avec les autres travaux, puisqu'en rénovation énergétique, on a fait moins 5% en volume, alors
alors que sur l'ensemble des travaux, on était à -8. Donc on voit quand même que ça a déjà mieux tenu. Et puis cette tendance, elle va perdurer au moins sur les 2 prochaines années, mais à mon avis bien au-delà, puisqu'on le voit avec le plan de relance, avec France Relance, qui a fait quand même la part belle à la rénovation énergétique, puisque 7 milliards d'euros vont être injectés sur 2 ans, donc en 2020 et en 2021, pour aider d'une part les ménages à rénover énergétiquement leur logement via MaPrimeRénov', hein, vous en avez parlé tout à l'heure, mais également les entreprises privées également vont pouvoir rénover leurs bâtiments. Et puis bien évidemment, il y aura aussi 2 milliards d'euros par an qui va être déployé pour rénover les bâtiments publics. Donc voilà. Et vous les voyez arriver, vous, l'argent du plan de relance sur la prime rénov'? Nous, on a un peu de mal. On voit effectivement au niveau des régions que des préfets plan de relance sont désignés, des comités commencent à se mettre en place. Il y a effectivement 20 milliards à peu près, dont 7 milliards pour la rénovation. On a du mal à voir, est-ce que vous commencez à avoir des impacts du fléchage de ces sommes? Oui, on commence à le voir. Alors, il faut savoir que la somme principale, elle a été octroyée pour les bâtiments publics, hein, parce que 2 milliards, c'est bâtiments publics. Voilà. Et MaPrimeRénov', c'est grosso modo 1 milliard d'euros supplémentaires. D'accord. Mais le gros du plan de relance, c'est les bâtiments publics. Et là, ça commence petit à petit à se mettre en place. Ce qui est une bonne chose, hein, puisqu'avec le report des élections en 2020, il y a aussi eu toute une phase de ralentissement de la commande publique, qu'elle soit communale ou intercommunale, dont les entreprises qu'on représente ont aussi été affectées. Et donc le fait qu'ils mettent un coup d'accélérateur là-dessus est de bon augure. Oui, absolument. On a une dernière remarque en fait qui n'est pas vraiment une question sur le fait qu'effectivement ce sont les villes moyennes qui vont profiter de ces marchés, mais on en a parlé, hein, notamment les Franciliens, mais je dis toujours que Paris n'est pas la France et donc la majorité des Français vivent dans des territoires plus ruraux ou dans des villes moyennes et donc évidemment je pense qu'on a la réponse, oui, ils vont en bénéficier. Ça dépend lesquels, hein, parce que si on reparle des Vosges, aussi à côté de leur territoire, il y a pas que je connais un petit peu, d'accessibilité. et Épinal est une ville moyenne qui ne sent pas encore l'argent ruisseler. Pour l'instant. Hein. Si je peux dire un mot là-dessus. Bon, déjà, il y a un programme gouvernemental qui a été mis en place, voilà, pour les Vosges. Action Cœur de Ville, qui est, je pense, tout à fait excellent. Simplement, je crois aussi beaucoup à la revitalisation des villes moyennes, parce que je pense que ça fait partie justement des aspirations de nos concitoyens. Mais il y a en effet, ça a été un peu dit tout à l'heure, plusieurs conditions pour que ça marche. Alors la première condition, vous avez raison de le dire, mais il faut le répéter, c'est évidemment le fait que ces villes soient connectées. Et la connexion aujourd'hui, ce n'est plus la fibre, c'est la 5G, qui est bien moins chère et bien plus efficace que la fibre. Donc sans 5G, il n'y a pas de développement économique local. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est réseau de connexion à une métropole. Transport, ça, c'est important parce que on peut faire du télétravail, mais si on va au bureau 3 jours par semaine, on peut mettre 1h15, 1h30 pour aller au bureau, ça passe, mais pas 5 heures, si vous voulez. Ça, c'est pas possible, d'accord? Donc, on dit la même chose il y a 6 mois. Ah non, mais c'est sûr, bien sûr. On était persuadés que des gens allaient pouvoir télétravailler 100%, et on se rend compte qu'aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des salariés, ils ne veulent pas du 100% absolument. télétravail. Et troisième chose, il faut une qualité de vie qui soit très importante, c'est-à-dire un urbanisme, de la sécurité, de la vidéosurveillance, des écoles. Et vous avez des villes qui ont ça. Moi, il y a certaines villes que je surveille de près. Prenez une ville comme Le Havre, par exemple. Le décollage économique du Havre n'a pas encore commencé. J'en ai parlé avec le maire du Havre récemment. Mais je dirais que tout est là. La ville est très belle. Vraiment magnifique, elle est sûre, elle est dans un endroit, elle est quand même en bord de mer, ça correspond aussi, on respire à une aspiration de nos citoyens. En voiture, pour aller à Paris, à l'ouest de Paris, on met 1h30, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a des villes comme ça qui sont prêtes au décollage. Prêtes au décollage. Alors, il y a une autre question, alors je ne sais pas si peut-être là, soit Sophie, soit Eric, sur que représente aujourd'hui en France la demande de logement par rapport à l'offre. Est-ce qu'on sait? Alors, grosso modo, il faudrait finalement faire 500 000 mises en chantier de logements par an pour couvrir les besoins. En gros, le besoin, il est aux environs de 500 000 logements par an. Or, là, on l'a vu en 2020, on en a fait 350. Cette année, on en attend aux environs un peu plus de 300 000. Donc, on est déjà très loin. Et en plus, il faut résorber le déficit qui est aux environs au moins d'1 million de logements. Donc, voilà, c'est... Si je peux vous répondre en tant qu'économiste, j'ai quand même une formation d'économiste. Le juge de paix, c'est le prix, hein.
Quand le prix monte, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. Quand le prix sera stabilisé, c'est qu'on construira, c'est aussi simple que ça. Et il y a une dernière remarque, et après je poserai une question à Sophie, justement sur la révolution technologique des notaires. On parle des générations les plus jeunes. Alors, est-ce que ça va s'accentuer, qui sont pas spécialement friands de la propriété? On voit arriver des colocations, des vies en collectif. Est-ce que vous pensez que c'est aussi quelque chose qui va s'accentuer, ou est-ce qu'ils vont rejeter le collectif? Comment ça va se passer vis-à-vis de cette nouvelle génération? Nous, on avait fait d'ailleurs à l'UNG une rencontre nationale sur le thème de la propriété, et on voyait que déjà, il y avait à la fois sur le logement, mais même sur le travail, le fait qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, on le voit aux États-Unis, et ça commence à venir. La nouvelle génération n'a pas spécialement, je dis pas que c'est bien ou pas bien, besoin de contrat, pour certains, d'autres en ont besoin, et c'est vrai que sur le logement, la propriété n'est pas, pour certaines générations, une fin en soi. Je sais pas. Je suis un peu méfiant vis-à-vis de ces analyses parce qu'en fait, on peut pas savoir. On regarde un résultat. Donc, on se dit les jeunes accèdent moins au logement, ils sont moins propriétaires. Mais je pense tout simplement aussi parce qu'ils ont beaucoup plus de mal à accéder au logement. Ça n'est pas parce que vous êtes locataire que le rêve de votre vie, c'est de ne pas être propriétaire et d'être locataire. Ça peut être une contrainte. Et dans le domaine de l'immobilier, de ce que je vois, je suis pas sûr que l'analyse générationnelle soit extrêmement pertinente. Elle l'est peut-être plus dans le domaine du travail où là, on voit très clairement que les jeunes ont plus de difficultés avec la hiérarchie, veulent plus d'indépendance, etc. Sur la question de l'immobilier, alors une autre façon de répondre, moi j'ai regardé de près, on a fait une étude là-dessus chez Asterès. Alors ça n'est bien évidemment pas extensible à l'ensemble de la population par construction, mais sur les jeunes fortunés, les jeunes qui ont de l'argent. Et on était très amusés de voir, je le dis un peu sur le ton de la plaisanterie, mais qui sont pires que leurs parents. Voilà, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils veulent encore plus d'immobilier, encore plus d'œuvres d'art, mais pas du tout en se souciant d'esthétique, mais vraiment sur des bases uniquement spéculatives, si vous voulez, et aussi peu d'envie, malheureusement, en France, de faire comme Elon Musk, c'est-à-dire d'utiliser leur plus-value pour faire une entreprise de fusée spatiale. Voilà, donc méfions-nous un tout petit. Je n'ai pas étudié ce sujet, donc je tiens à vous le dire. Je ne veux pas dire de bêtises, mais simplement je mets un petit warning pour parler en bon français. Voilà, attention à l'automacité de ces analyses générationnelles. C'est vrai que c'était un peu la conclusion des rencontres nationales d'Arcachon, qui finalement ne date pas sur cet aspect-là. C'est que il y a un conservatisme en fait des nouvelles générations sur cet aspect logement, alors que sur d'autres types de propriétés. Je pense des marqueurs forts de la voiture, exactement. Là, par contre, il y a une révolution. Mais le logement résiste fortement, c'est-à-dire que les schémas traditionnels perdurent, voire sont renforcés. Donc, on le voit, vous travaillez aussi, comme nous, sur des projets de construction, de groupement de propriétaires, l'autoconstruction, mais ça reste très anecdotique et on voit que souvent c'est des collectivités publiques qui poussent un peu derrière parce qu'elles veulent leur projet un peu emblématique, mais les filières très classiques vont sans doute encore perdurer et là-dessus, moi je ne vois pas de révolution arriver. Bon, le temps passe vite, je vois qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Justement, Sophie, alors on a parlé un peu macro, on a regardé un peu l'immobilier, on a donné quelques chiffres, 9 anciens, on a échangé, je suis ravi parce que j'ai pratiquement répondu à toutes les interrogations, à part une, mais on va y revenir tout à l'heure. Justement, au niveau des notaires, donc vous avez expliqué comment vous avez vécu cette année et un peu comment vous vous projetez. Est-ce que pour vous, il y a une révolution technologique par rapport à votre profession? Est-ce que ça a accéléré les choses? Oui, ça a accéléré les choses. Alors la révolution technologique, j'ai pour habitude de dire que nous sommes rentrés dans l'ère numérique depuis très longtemps, depuis 20 ans aujourd'hui, enfin un peu plus du coup, puisque nous on a eu la chance d'avoir une loi en 2000 qui a autorisé la signature des actes authentiques sur support électronique. Donc la loi date de 2000, le décret d'application 2005, le premier acte 2008. Alors il a fallu un petit peu de temps, il a fallu un petit peu d'argent parce que nos actes ils sont publics, on leur doit la conservation pendant 75 ans. Donc il a fallu tout construire, notamment le fameux minutier central de nos minutes qui sont toutes centralisées et qui doivent être conservées pendant 75 ans. Donc voilà, il y a quand même, il y a eu quand même du travail, 10 ans de déploiement dans nos études, ce qui veut dire on était loin de s'imaginer, voilà, ce scénario, on n'y avait pas pensé, mais il n'empêche que nous étions plutôt bien préparés, surtout qu'en 2018, fin 2018-2019, on avait été un petit peu au-delà pour permettre la signature de l'acte à distance. C'est-à-dire que là, avec 2 notaires, on pouvait signer un acquéreur, un vendeur, dans 2 régions différentes, qui ne veulent plus faire justement ces fameux déplacements. Et bien à ce moment-là, on peut aller chez son notaire de proximité pour pouvoir signer, mais là, il fallait 2 notaires, un notaire à un endroit, un notaire à l'autre, et faire une vente sur support électronique. Donc ça, on savait déjà faire.
La difficulté du premier confinement, on l'a dit, les clients ne pouvaient plus venir à nous. Donc, ils pouvaient même pas aller voir le notaire de proximité pour signer. Et c'est là où on a accéléré, d'où ça a été un accélérateur. On a eu un décret au mois d'avril 2020 qui nous a permis de faire un acte à comparution à distance. Avec le client, en effet, chez lui, puisqu'il ne pouvait être nulle part ailleurs que dans son domicile. Avec quelque chose de sécurisé, une alors, plateforme bien sécurisée. évidemment, Ouais. très sécurisé. Et tout ça, ça avait déjà été travaillé avec sécurisé, avec une signature électronique qualifié, le plus haut niveau, qui nous a été bien évidemment exigé, mais c'est ce qu'on recherche aussi. Ça a été fait de façon expérimentale, donc pour les actes de avril jusqu'au mois d'août. Et puis, bien, on a eu un décret qui a pérennisé cet acte à comparution à distance le 20 novembre dernier pour les procurations authentiques. C'est-à-dire qu'en effet, pour les procurations authentiques, on va pouvoir donner procuration si on ne peut pas se déplacer. Procuration authentique par devant donc son notaire à comparution à distance. Ça a permis cette fameuse accélération. On en parlait beaucoup. Ça faisait. Alors moi, j'avais la chance d'être dans le bureau précédent où j'avais justement en charge le numérique. On voulait y aller, on savait pas comment. On avait bien évidemment, comme à chaque fois qu'on évolue, certains rétracteurs, même dans nos rangs. Et en fin de compte, bah voilà quoi. Ça a été lancé, ça a été. Il fallait y aller. Et puis l'État l'a décidé, donc on y allait bien évidemment. Et on a pu répondre justement, notamment sur ces fameuses ventes en l'état futur d'achèvement où là, on ne pouvait pas faire autrement que d'aller voir son notaire, mais on a pu répondre aussi et permettre, parce qu'on avait et des promoteurs et des notaires qui voulaient quand même voilà faire le travail, qui ne pouvaient pas, donc on a pu permettre de fluidifier un petit peu. Mais c'est vrai que c'est relativement important en effet cette digitalisation, et heureusement qu'il y a 20 ans mes prédécesseurs avaient pensé à cet acte, à cette possibilité de faire cet acte. Ah ben je les remercie, mais oui bien sûr. Et donc Non, ça a non, mais c'est accéléré vrai le que télétravail. c'est accéléré. Ça a accéléré le télétravail. Alors aussi. au niveau du télétravail, c'est pareil, parce que vous le comprenez, parce que ce sont des actes authentiques, le réseau est sécurisé. Oui. Donc ce réseau sécurisé, on l'avait déjà dans nos études, donc ça nous a été assez facile. Ça a mis un peu de temps. On a tous été quand même dans l'effroi. Hein. Faut pas penser non plus que on a tous été dans l'effroi. Les 15 premiers jours, ça a été terrible. On a tous été voilà. Mais ça a permis quand même, en effet, à nos collaborateurs de travailler. Après, le constat, aujourd'hui, on le fait tous. Ils veulent faire du télétravail, mais voilà, un jour, 2 jours, ils veulent quand même revenir dans nos études. Oui, mais ça, voilà. L'humain. On est d'accord, Ouais. c'est l'humain quand même qui reprend le dessus, et heureusement. Ce qui est intéressant par rapport à cette évolution technologique qu'on a aussi chez les géomètres experts, puisqu'il y a aussi des signatures d'actes comme les bornages. Et c'est peut-être un peu ça aussi l'immobilier d'après, c'est que finalement, cette signature, elle arrive en fin de process, et nos clients, c'est pas le moment où ils retirent le plus de valeur ajoutée de l'expert. C'est en amont, quand on essaie de décortiquer leurs projets, de comprendre quelles sont leurs interrogations, les rassurer, et d'autant plus qu'on est sur des projets qui sont et seront de plus en plus complexes. Donc je pense que ces apports technologiques sont absolument bénéfiques pour faire gagner du temps et le mettre là où c'est absolument essentiel. Après, en termes de nouvelles technologies, moi je le vois dans la profession de géomètre expert, on est beaucoup sur la maquette numérique des bâtiments. Vous disiez que les bureaux c'est pas facile à transformer, mais c'est vrai que quand ils ont donné lieu à une maquette numérique où on sait exactement qu'est-ce qui se situe où, les réseaux, etc., on est un peu plus à l'aise que si on n'a absolument aucun plan, rien du tout, et dès qu'on fait un trou, on casse tout. Donc là aussi, effectivement, des apports qu'il va falloir utiliser pour aller dans le bon sens et pas juste des gadgets en fait. Moi, ce que je dis souvent sur le télétravail, c'est que la révolution, elle a eu lieu dans les TPE, PME, parce que les grands groupes, en fait, avaient un peu l'habitude. Et même, ça a redonné un peu des lettres de noblesse, en fait, tous les travails qui étaient un peu péjoratifs. Ah, tu vas télétravailler, en gros, tu ne vas rien faire chez toi. Je trouve que quand même, il y a une évolution, comme vous l'avez dit, ça va, à mon avis, perdurer. Voilà, moi, ce que je retiens. Régis, bon, je voulais te poser la question, mais tu as un peu répondu sur l'évolution, justement, un petit peu des géomètres experts et de la transformation. Donc, tu l'as un peu dit sur les nouvelles technologies. Oui, on peut. Effectivement, je pense que tous les professionnels qui gravitent dans le monde de l'immobilier vont avoir à répondre à ces défis de transformation, à la fois des bâtiments, qu'ils soient tertiaires, qu'ils soient logements, et de l'espace public. Je pense qu'en fonction de la typologie des entreprises de géomètres experts, le type d'activité va aussi un peu se modifier. On voit que des secteurs qui pouvaient être
peut-être un peu moribonds vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, et finalement c'est tant mieux parce qu'ils vont pas le faire n'importe comment, ils vont pas le faire comme on le faisait avant. Je veux pas que les gens qui nous regardent aient eu l'impression qu'on a fait une table ronde pour un plaidoyer de la maison individuelle. C'était pas ça l'idée, mais c'était quand même de dire que voilà, aujourd'hui il y a un constat qui est factuel, qui est pas une prise de position politique, et qu'il faut concilier ça avec d'autres problématiques. Et encore une fois, on a besoin de matière grise, d'expertise sur ces projets. Donc, je sors de cette table ronde très confiant pour la profession. Bon, je vois qu'il est presque l'heure de conclure, donc je vous propose de dire un petit mot de conclusion avant que je laisse à Régis le dernier mot. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de cette table ronde? Et je vous rappelle répondre à la question que va être l'immobilier d'après. Est-ce que ça va être une révolution ou pas? On commence par Sophie. Allez, on commence par moi. Alors déjà, moi je repars confiante. Alors j'étais déjà, mais moi après vous tellement avoir entendu, positive, hein. vos premières minutes m'ont remis. Donc merci. Oui, non, mais je pense qu'en effet, l'immobilier d'après, mais on l'a dit. Ces tendances, une révolution, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas qu'on va révolutionner l'immobilier. Par contre, il faut prendre ces tendances au sérieux. Ça va évoluer comme toute évolution. Le monde nouveau sera-t-il? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, cet immobilier, je le redis, sera connecté, ça c'est certain, avec de l'espace, je le pense. Alors l'espace qui peut être aussi collectif, hein, attention, hein, ils ont besoin d'espace, mais connecté, une proximité, ça aussi, c'est-à-dire que voilà, il faut aussi amener de l'accessibilité au logement et une proximité aussi. Voilà, et puis également cette fameuse valeur verte qui pour moi en tout cas est relativement importante, même si ça va peut-être pas être simple de passer l'étape, parce que ça va demander quand même beaucoup d'investissement. Mais voilà, avec une faible consommation énergétique, de toute façon, ce qu'on ne perdra pas d'un côté, on le gagnera de l'autre. Hein, donc, c'est bien évidemment du donnant-donnant. Donc, plutôt positive sur l'immobilier d'après. Merci. Eric. Également plutôt positif, puisqu'on le voit au travers des tendances qu'on a essayé de mettre en exergue, qui sont quand même plutôt finalement plutôt positives. Et puis également sur la rénovation énergétique, hein, c'est quand même le grand sujet à la mode, on va dire. Et on voit que là, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se passer au niveau de la demande, au niveau de l'offre. Donc voilà, on va vers une quelque chose de quand même plutôt positif et notamment sur la rénovation énergétique. Merci. Nicolas. Alors, vous savez, assez souvent on me parle de génération sacrifiée. On me dit Qui vous la dit crise ça qu'on a, Qui vous dit les ça médias, mais même les gens autour de moi, ils me disent mais c'est quand même terrible d'être jeune aujourd'hui parce que quel monde on laisse à nos enfants. Mais en fait, ce que je leur réponds, c'est que déjà on leur laisse un monde qui est pas si mal que ça en réalité, mais surtout on leur laisse un monde de progrès dans deux domaines. Premier domaine, c'est le domaine de la santé. J'y reviens pas, mais on faisait des progrès extraordinaires et où, paradoxalement, la crise actuelle, en fait, a plutôt tendance à accélérer les progrès parce qu'on a intensifié un certain nombre de recherches, notamment sur le système immunitaire avec plein d'applications. Je laisse ça de côté. Et le deuxième sujet dans lequel je leur dis, regardez, un domaine dans lequel on fait des progrès, c'est le domaine de l'urbanisme. Parce que la ville, telle qu'on peut l'imaginer, mais telle qu'elle se construit déjà, telle qu'elle évolue déjà, la ville dans 15 ou 20 ans, mais c'est quand même une ville qui est bien mieux que la ville d'hier. C'est une ville où on fait davantage d'économies d'énergie, avec des mobilités qui sont plus agréables. Ce sont des villes aussi où la préoccupation esthétique est très importante, ce qui n'était pas le cas dans les années 50 ou 60. Et d'ailleurs, je ne jette pas la pierre aux promoteurs des années 50 ou 60, quand il a fallu accueillir, pardonnez-moi, les rapatriés d'Algérie en quelques mois. C'était difficile de lancer des concours d'architecture. On a fait des immeubles, qu'est-ce que je vous dise, et on a eu raison de les faire. Donc, et regardez d'ailleurs, il se trouve que j'assistais ce week-end à une destruction de tours à Meaux, et c'est absolument passionnant parce que ce qu'essaie de faire le maire de Meaux, Jean-François Copé, en fait, il reconstruit la ville, mais au sens propre. En fait, il la détruit. Enfin, il détruit une partie de la ville. C'est long. Et puis, il reconstruit. Et alors, il détruit de l'habitat collectif pas terrible. Et il reconstruit avec de l'habitat individuel qui est quand même plus sympathique. Même nombre de logements. Donc, alors, malheureusement, je pense que
ça ne se fait pas complètement. Mais en même temps, ce sont des quartiers qui, malheureusement, ont été un peu désertés. Parce que quand vous regardez, donc ce sont les logements sociaux Oui, il faut d'un restaurer une quartier de Meaux. mixité. Il y a, Oui. même, il y a plus grand monde à l'intérieur. Ouais. Et la vérité, c'est que les gens qui sont à l'intérieur, ce sont les gens qui n'ont pas réussi à aller ailleurs. Donc, Oui. ils sont ghettoisés, si vous Oui. voulez. Donc, c'est insatisfaisant à tout point de vue. Mais bon, je prends cet exemple parce que je l'ai en tête, mais il y en a d'autres, si vous voulez. Et donc, je trouve que les progrès qu'on est en train de faire en matière d'urbanisme, enfin, pour moi, c'est vraiment l'un des sujets les plus passionnants du moment. Avec cette lanterne rouge que j'allume une dernière fois, pas assez de logements. Donc, ce qu'on fait est bien. On va vers voilà, qualitativement c'est bien, mais il faut qu'on actionne le bouton plus. Voilà, beaucoup plus et plus vite. Et une dernière question avant de passer la parole à Régis pour la conclusion. Sur ce qu'on parlait sur la dichotomie entre le politique et le souhait des Français, vous pensez qu'à un moment ça va se réconcilier tout ça? Mais ça dépend de vous, hein. Ça dépend de ce que les gens votent, hein, si vous voulez. Là, ça dépend pas de moi, ça c'est le débat On va appeler démocratique. Emmanuelle Wargon immédiatement. J'ai beaucoup de désaccords avec elle pour le coup, mais vous me lancez là-dessus, donc je vais terminer là-dessus. Parce qu'il y a que vous qui pouvez, nous on est peut-être un peu plus par rapport à nos métiers, nos fédérations, mais c'est aussi... Je veux dire, je regrette, Emmanuelle Wargon est une personne tout à fait estimable et très, très compétente, mais et j'ai des accords de fond. c'est sur les politiques, mais c'est ça. en fait. Non, mais Français je trouve que le ministère du Logement est, en termes d'incarnation politique, complètement sous-dimensionné, mais c'est quelque chose que l'on traîne depuis longtemps, depuis presque plusieurs décennies. Si j'étais, alors comme disent les gens qui n'ont pas beaucoup de responsabilités, si j'étais président de la République, je demanderais au Premier ministre de nommer un ministre du Logement à la fois compétent mais avec un poids politique extrêmement important, et je lui donnerais un objectif extrêmement simple. Je lui dirais, dans les zones tendues, je veux d'ici la fin du quinquennat que le nombre de logements ait augmenté de 10%. Voilà. Façon dont tu le fais, t'es expert, tu prends des experts, c'est ton problème. Mais et je lui dirais, et tu restes 5 ans. Et pendant 5 ans, tu fais ça. C'est la seule chose que je te demande, mais ça, je te demande de le faire. Et en fait, la question du logement, je le disais en introduction, malheureusement, elle est sous-investie intellectuellement et politiquement. Et votre rôle, hein, c'est aussi justement de corriger ça, de sensibiliser les gens à ça, de faire des propositions concrètes, et parce que le politique il demande ça aussi. Hein, et on a une classe politique qui est de très bonne volonté en France, qui est souvent compétente. Il faut l'aider en quelque sorte et lui faire des propositions concrètes. Merci Nicolas. Donc dernière question à Régis, justement, que retenir de cette table ronde, de comment imaginer l'immobilier d'après? Est-ce que vraiment il va y avoir une révolution? Alors, je crois qu'il y a déjà beaucoup de réponses qui ont été apportées. Je suis pas sûr de pouvoir encore ramener quelque chose de tellement mieux. Non, moi j'aimerais simplement dire que je suis très content des échanges qu'on a eus, parce que quand on choisit un thème sur un événement comme aujourd'hui, on le fait très très en amont. Et comme j'ai pu le dire à un moment, je pense qu'au moment où on a choisi le thème, on s'était pas imaginé que c'est ce genre de choses qui allaient se dire. Et finalement, c'est ça qui est très intéressant, puisqu'on pourrait refaire la même chose dans un an, on se dirait d'autres choses. Mais rassurez-vous, on choisira un autre thème quand même. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir participé. Je suis content qu'on ait pu organiser quelque chose tout spécialement avec les notaires, une profession avec laquelle on collabore énormément, et où j'espère qu'on va pouvoir tisser des liens plus forts entre nos institutions. C'est vrai qu'avec la FFB, on est déjà plus présents dans beaucoup de sujets, que ce soit ADN Construction ou etc. Je suis content aussi qu'on ait pu ouvrir cette table ronde à des gens qui n'avaient pas l'habitude de venir à nos événements parce que c'était des événements physiques. Je pense aux non-adhérents qui n'osaient pas forcément venir à nos événements, alors que là, ils ont pu se rendre compte de ce qu'on pouvait faire à l'UNGE. Et toutes les autres personnes, on a eu beaucoup de notaires qui se sont connectés. Voilà, on est très contents, et d'autres professions du logement et de l'immobilier. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Continuez tous à bien vous porter, et puis rendez-vous l'année prochaine, comme je vous l'ai déjà dit, à la Maison des Centraliens le 10 mars. Merci à tous et à bientôt.